Ok, bonjour à tous, bienvenue pour cette première partie donc, de capsule vidéo sur le cours 1 7100, donc d'introduction à la science des données et à l'intelligence artificielle. Donc je vais commencer la partie sur la science des données par une introduction un petit peu générale. Je vais juste repasser sur les slides. Donc encore une fois, les slides, vous y avez accès en ligne. Je vais juste finir de basculer. Ok. Donc vous avez accès à tous les slides, hein. Je vous dirai un petit peu au fur et à mesure comment les lire. Donc, vous avez le lien vers les différents éléments du cours, donc sur le GitLab, hein. Donc, sur le GitLab, vous aurez accès à tous les documents dont vous pouvez avoir besoin. Donc, juste pour me présenter rapidement, parce que je n'avais peut-être pas eu le temps de le faire quand on avait fait notre introduction. Donc Arthur Charpentier, je suis professeur au département de mathématiques. Donc j'ai un doctorat en mathématiques, une habilitation à diriger les recherches en mathématiques, mais avant de venir à l'UQAM, j'étais professeur à la faculté de sciences économiques à Rennes. Donc je le dis parce que le cours est plutôt destiné à des personnes en sciences sociales. Donc voilà, donc, dans ma vie antérieure, j'avais été professeur en économie. Donc j'avais touché un petit peu à tout ce qui touche aux sciences sociales, puis j'avais aussi été professeur assistant à l'école polytechnique à Paris. J'ai aussi participé à une formation qui était une formation data science pour les actuaires à Paris, donc qui m'avait permis de commencer, de toucher un petit peu aux différents éléments de sciences de données. Okay. Et juste pour donner un dernier élément qui peut être intéressant dans le cadre du cours, j'ai un blog qui est freakonometrics-hypothèse.org, donc qui est un blog sur lequel je fais de la science de données, je pense, depuis plus de 10 ans, sur lesquels vous retrouverez pas mal d'éléments qui peuvent compléter des points que je ferai dans le cours. Donc sur le blog, il y a pas mal de codes, alors qui sont des codes en R, mais qui permettent d'aller plus loin sur certains points, de construire des graphiques et ce genre de choses. Et des discussions aussi sur des graphiques. Pour discuter un petit peu de mes différents projets de recherche aussi, pour vous expliquer des choses que j'aurais pu faire si ça vous intéresse. Donc j'ai fait à la fois des choses un petit peu théoriques, donc avec deux papiers récents justement sur le machine learning, donc une espèce d'overview du machine learning dans des applications économiques, et récemment aussi un papier de state of the art en reinforcement learning, donc en apprentissage par renforcement, là aussi avec des applications plus économiques, mais il y a pas mal d'applications qui sont mentionnées dans d'autres champs, dans d'autres domaines de recherche. Je peux aussi mentionner des articles qui pourraient être intéressants, donc qui sont vraiment je dirais de la science de données. Donc on avait fait une série d'articles sur la généalogie historique. On avait récupéré des données un petit peu comme on voit en haut à droite, donc des arbres généalogiques, et on a fait plusieurs articles sur ces problèmes-là. Donc en particulier des problèmes de migration, donc voir un petit peu comment les familles bougent depuis un ancêtre jusqu'à ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, donc géographiquement. Là, dernièrement, on a travaillé un petit peu sur les dépendances qui peuvent exister entre les durées de vie des parents et des enfants, ou même des personnes au sein d'un couple. Je peux mentionner les articles qui sont mentionnés, si vous regardez sur les slides, tous les documents en vert sont des liens hypertextes, donc dès que vous cliquez, vous avez accès aux documents. Je mentionne un article qui était assez marrant, qui était un article We're Not Alone. C'est un article qu'on avait écrit avec Baptiste Coudemont, qui est sociologue en France, qui est la question de combien est-ce qu'on a d'homonymes, pardon. Donc, étaient les questions des blacklists. Donc, quelle est la probabilité de se retrouver sur une blacklist juste parce qu'on a un homonyme qui a le même nom que nous. Donc, on l'avait fait en France, parce qu'en France, il n'existe pas de liste officielle de tous les noms. Par contre, on avait accès à un document qui est la liste des personnes inscrites sur des listes électorales. Donc, on avait joué un petit peu là-dessus et on avait essayé de travailler sur pas mal de choses. Donc, en particulier, on avait pas mal réfléchi sur ce que vous voyez à droite, qui est la corrélation qui existe entre les noms de famille et les prénoms. Donc, on voit ce genre de graphique dont on discutera un petit peu dans le cours. Et j'ai mentionné un petit peu un article qui s'appelait 10 Twins and Events, qui était des liens entre ce qui se passe dans le cas de certains événements politiques, sur ce qui se passe on-site, donc dans la vraie vie, dans la rue, et ce qui passait online sur Twitter, Facebook.
et de voir est-ce qu'il y avait des liens de causalité entre les deux. Donc voilà, donc c'était un article qui était paru dans le Journal of Communication et qui reprenait un petit peu tout ça. Donc ce que je veux vous montrer, c'est que c'est ce sur quoi je travaille pour que vous en sachiez un petit peu plus. Encore une fois, le blog est ma principale source d'information. Donc pour préparer ce cours, je me suis replongé dans une douzaine d'années euh, de choses que j'avais pu mettre en ligne et toute une série aussi d'articles de vulgarisation que j'ai pu écrire depuis pas mal d'années. Ok, donc on va revenir un petit peu sur les problèmes de sciences de données. Donc les problèmes de sciences de données, c'est le fait qu'on utilise des données à une certaine fin. Donc on parlera pas mal de traitement journalistique des données parce que déjà Jean-Hugues Roy est à l'école des médias. C'est lui qui avait eu l'idée de monter ce cours. Donc je vais continuer un petit peu dans cette idée. Puis encore une fois, le journalisme, c'est aussi euh, c'est assez lié à pas mal de choses qu'on peut faire dans le monde de la recherche, puisque assez souvent, il faut communiquer aussi nos, nos résultats. Donc j'ai repris un article un petit peu récent que je vous encourage d'ailleurs à aller lire sur la Covid-19, qui s'interrogeait sur une statistique. Okay, donc ça aussi, on reviendra un petit peu là-dessus, qui est que 60% des cas au Québec sont des femmes dans le cas de la Covid-19 et qui se posaient des questions, et en particulier sur les tranches d'âge. Donc c'est ce qu'on voit ici sur le graphique le graphique de gauche, donc qui est un bar plot, le graphique en bleu, qui disait qu'il y avait une mortalité assez importante des femmes de 30-50 ans dans le contexte de la Covid-19 et qui disait que c'était assez peu commun par rapport au reste des pays. Et donc, voilà, ce qu'on va faire, c'est essayer de se questionner déjà peut-être sur la visualisation. Qu'est-ce que c'est que cette mode de représentation? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que le fait d'avoir des cas qui se décorrélent des morts, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que c'est un peu ce que nous raconte ce graphique. Mais surtout, au-delà des stats, il faut se poser des questions sur les données. Est-ce que les données qui sont derrière, elles sont fiables? Pourquoi qu'est-ce qui se passe sur ces cas? Est-ce que c'est des cas détectés? Est-ce que c'est des cas présumés? Après, voilà, encore une fois, je me contente ici de poser des questions, mais par exemple, dans ce cas-là, on pourrait se poser une question. En fait, je pense que ce qui se cache derrière, ce sont des infirmières dans les EHPAD. On a beaucoup de personnel féminin dans les EHPAD, et comme ce sont des personnes à risque, peut-être qu'elles sont plus testées. Donc, est-ce que ce qu'on observe quand on voit des cas plus élevés, c'est vraiment le fait que la population des personnes affectées, ce sont majoritairement ces femmes de 30-50 ans? Ou est-ce que derrière, il n'y a pas quelque chose d'un peu plus vicieux, qui est que derrière, il y a un biais de sélection? C'est que ce sont les personnes qu'on a le plus testées, et donc forcément, si on teste plus, il y a peut-être aussi plus de chances pour qu'on observe plus de personnes dans cette catégorie-là. Autant sur les morts, je pense qu'il n'y a pas trop de doute, même si on pourrait se poser la question de qu'est-ce qu'un mort. Encore une fois, c'est des définitions statistiques. Euh, voilà, une personne qui travaille dans un EHPAD qui a le Covid, qui meurt d'un accident de la route, est-ce qu'elle est morte de la Covid? Voilà, il faudrait vérifier ce que c'est que cette définition des morts, mais c'est pas évident que ça comptabilise tout le monde. Mais on pourrait se dire qu'il y a peut-être moins d'ambiguïté sur les morts de la Covid que sur le nombre de cas détectés. Okay, donc c'est ce genre de discussion qu'on va avoir un petit peu dans ce cours, de discuter plus des données que des algorithmes qui vont exister. D'ailleurs, les algorithmes, on verra, on va faire un petit peu de modèles prédictifs sur la fin, mais c'est essentiellement un questionnement sur les données. Et comment est-ce qu'on intègre le fait qu'il y ait souvent des biais de sélection dans les données? Et en particulier, la Covid est un cas particulier, particulièrement important parce que les pays ont des traitements très différents des tests en particulier. Et donc, pour avoir des personnes détectées, il faut faire des tests. Et faire des tests, derrière, ça suppose assez souvent un modèle prédictif qui va vous dire, qui va nous créer un score, en fait, qui va nous dire, on a plutôt intérêt à les tester, ces personnes-là, que telle autre. Et donc, ça va créer un biais dans toutes nos données. Un point essentiel dans ce cours, donc dans cette histoire de données, c'est cette phrase qui est garbage in, garbage out, qui est ce qu'il faut absolument garder en tête tout au long du cours, qui est que vous avez beau apprendre les modèles les plus compliqués du monde, si vos données sont pas bonnes, si vos données sont biaisées, ce qui va en ressortir, c'est de la poubelle. Okay, donc c'est un petit peu ce que raconte ce graphe, enfin ce dessin de XKCD, qui est qu'avoir quelque chose de précis sur lequel on rajoute quelque chose de pas bon, c'est quelque chose qui sera pas bon. Et dans quasiment tous les cas, dès lors qu'on pourrit des bons modèles, voire même des bonnes données avec des choses qui sont pas bonnes, ça sera forcément mauvais. Je vous ai mis quelques liens donc, que vous pourrez aller voir. Donc, il y a eu un article assez intéressant sur
la, la reconnaissance faciale et sur l'impact que ça pouvait avoir quand on utilisait des données qui étaient biaisées. Donc ça, c'est un point important. Donc, qui permettait, la question était, est-ce qu'on peut reconnaître un criminel? Voilà, qui est une vieille question qui n'a rien à voir avec la science de données dont on parle aujourd'hui. C'est que c'était déjà le cas à la fin du 19e, où effectivement toute la science criminelle s'est développée à partir des données. Donc on essayait de mesurer des grandeurs sur les criminels et se dire, est-ce qu'il y a moyen de repérer un criminel juste d'un point de vue morphologique? Et on revient à ces questions aujourd'hui en se disant, est-ce que je peux reconnaître la face d'un criminel en fonction de caractéristiques faciales? Sauf que les algorithmes avaient été entraînés sur des photos de prisonniers avec des backgrounds qui étaient un peu particuliers. Donc effectivement, si je le fais un peu simplement, c'est si jamais vous prenez une photo de quelqu'un qui est avec derrière lui un arrière-plan qui a une prison, et que vous entraînez l'algorithme là-dessus, et que l'autre personne, vous l'entraînez sur des gens qui sont dans leur jardin, effectivement, ce qu'il va reconnaître, c'est les gens qui sont dans leur jardin, ils sont innocents, les gens qui sont devant un mur de prison, ils sont coupables. Et donc l'algorithme va être complètement faux. C'est un peu caricatural, mais c'est exactement ce que font tous les algorithmes en fait de reconnaissance faciale. Je vous ai mis 2 algorithmes ici, de Why Should I Trust You et Recognition Incognita, qui revient sur ce point-là, qui est il y a eu des algorithmes qui avaient été faits pour distinguer les loups et les chiens. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte assez vite que toutes les photos de loups, c'est des loups qui avaient été pris dans la neige. Et donc, dès qu'il y avait de la neige, l'algorithme prédisait un loup. Et dès qu'il n'y en avait pas, il prédisait un chien. Euh, et voilà, donc les algorithmes ne comprennent pas forcément ce qu'il faut. Je pense que Marie-Jean Meurthe reviendra un petit peu là-dessus sur les algorithmes. Il faut bien garder ça en mémoire que l'algorithme ne sait pas ce qu'il regarde. Il va créer des associations, donc c'est ce qu'on va raconter dans ce cours, c'est l'histoire de corrélation, d'association. Mais fondamentalement, il ne sait pas ce que c'est qu'un chien et un loup. Je vous ai mis un autre exemple, qui est celui qui est illustré ici, qui est l'exemple de reconnaissance de vaches. Et en fait, donc, c'était des algorithmes qui identifiaient des éléments sur des photos. Et quand les vaches étaient sur de l'herbe, il n'y avait pas de souci. Il arrivait à reconnaître vache. Donc, effectivement, il nous dit qu'il y a cow. Donc, il nous dit qu'il y a une vache sur la photo de gauche. Et en fait, il sait qu'il y a une vache essentiellement parce que dans toutes les photos qui ont été utilisées dans la base d'entraînement, les vaches étaient dans un pré. Et dès qu'on a des vaches dans d'autres éléments, donc là, ici, on a une vache qui est sur la plage, il nous dit juste qu'il n'y a personne, il y a de l'eau, il y a de la plage, mais il n'est pas capable de voir que c'est une vache. Et pareil ici, sur la photo droite, donc il reconnaît un mammifère. Alors je ne sais pas pourquoi il reconnaît un mammifère, mais en tout cas, il reconnaît qu'il y a quelque chose qui ressemble à être vivant, qui n'est pas un être humain, qui n'est pas un poisson, qui n'est pas un oiseau. Okay. Donc on voit que les données sont presque le cœur de ce qui va se passer. Alors, je fais la distinction entre les données et les modèles, mais les données sont vraiment essentielles. Et en particulier, il faut comprendre si on a un biais ou pas de sélection dans nos données. Donc, j'avais parlé un petit peu de ce cas des photos de personnes coupables ou pas. Okay, donc, l'article était passionnant dans ProPublica qui revenait un petit peu sur le biais des algorithmes d'apprentissage machine et qui montrait que les algorithmes avaient essentiellement des biais ratios. Et donc les personnes qui, malgré des variables explicatives qui étaient plutôt en leur défaveur, comme les personnes de peau noire, se retrouvaient avec des risques de criminalité qui étaient plus élevés que des personnes qui étaient manifestement, juste en regardant leur passé historique, disons, on avait beaucoup plus de chances en tout cas de penser que ces personnes étaient coupables. Voilà. Donc je vous encourage à aller lire cet article. Donc, on va aussi parler un petit peu de visualisation. Donc je vous ai mis un petit peu des articles ici vers différents journaux qui ont fait des articles en lien avec la visualisation de données. Donc je pense en particulier au New York Times, à la BBC, au Financial Times, qui sont revenus un petit peu sur leur discussion sur leur production graphique. Donc en particulier, je me souviens de cet article de Amanda Cox, qui était l'éditrice graphiste du New York Times, qui expliquait comment est-ce qu'elle créait des graphiques politiques, donc en partant donc c'est la partie de droite où on voit les données brutes, qui sont juste des évolutions de statistiques temporelles, et comment est-ce qu'on décide de passer de traits à des bar plots, et ensuite essayer de travailler sur des aspects visuels pour créer un rendu qui peut être intéressant. Donc voilà, donc on en reparlera ça aussi un petit peu tout au long de la présentation, où on essaiera de se poser la question de pourquoi est-ce qu'on visualise ça, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi est-ce qu'on fait par exemple des densités. Ici, on va retrouver un graphique assez standard qui est représenté des distributions. Okay, donc on se posera des questions de règles assez standards quand on représente des distributions.
tout au long du cours. Et un point important sur lequel je vais essayer de revenir au long de cette intervention, c'est un point qui avait été soulevé par Nate Silver en 2017, qui était en lien avec les problèmes politiques, on va dire du ratage de l'élection de Donald Trump aux États-Unis, où les prévisionnistes avaient assez mal anticipé le score qu'il ferait, et en particulier donc, ce qu'il appelle la difficulté de tenir compte de choses qui sont incertaines. C'est qu'on présente les données comme étant ce qu'elles sont, en étant des données réelles, mais en fait, assez souvent, je ne sais même pas ce que je raconte quand je vous dis données réelles, elles sont réelles, mais elles contiennent une part inhérente d'incertitude, qui peut venir de plein de sources, qui peut être du fait qu'on travaille de plus en plus sur des échantillons. Donc, je reviendrai un petit peu sur cette théorie de l'échantillonnage, et en particulier la connexion entre l'échantillonnage, qui est cette technique qui est très 20e siècle, de la statistique, et ce qui arrive avec le big data, qui nous fait croire qu'on a accès à plus de données, à quelque chose d'exhaustif, mais ce n'est pas complètement vrai. Et en particulier, il y a du bruit. Donc le bruit, ça nous produit de l'incertitude, ça nous produit de l'aléa. Donc on a cette difficulté de tenir compte de l'aléa, et donc on va être obligé de revenir un petit peu sur les problèmes de probabilité et essayer de comprendre comment est-ce qu'on tient compte de l'aléa, comment on le quantifie et comment on peut le visualiser. Je crois que j'ai perdu mon écran. Désolé. OK. Donc le plan qui va être adopté dans ce cours, alors, on a 4 séances l'équivalent de 4 séances de 3 heures. Encore une fois, on est passé en ligne, donc on a plus ce découpage aussi strict que dans une salle de classe, mais je vais quand même essayer de le faire dans un certain ordre. Donc on va partir du début pour essayer d'arriver à la fin. Donc il y a quand même une structure logique dans mes interventions, même s'il y aura pas mal d'interconnexions entre les différentes parties. Donc la première partie, c'est la discussion qu'on va avoir sur les données. Et en particulier, on essaiera de bien comprendre la distinction entre les données d'observation et les données d'expérience. En particulier, on parlera d'un petit peu d'expériences randomisées, qui sont un petit peu l'idéal de ce qu'on peut avoir, mais très souvent, et en particulier, ça va être ce qui va se passer quand on travaille sur du big data, sur des données massives. On a juste des données d'observation. Et à partir du moment où on a des données d'observation, il faut faire très attention sur ce qu'on en dit, parce qu'il y a beaucoup de biais dans les données observationnelles. Ensuite, on se posera un petit peu les questions de visualisation, Alors, ce que j'appelle visualisation, c'est au sens large, c'est production d'une grandeur qu'on va essayer de mettre en avant pour résumer ce qui se cache dans ces données. Donc, ça va être des indicateurs, ça va être des graphiques, ça va être des courbes qui nous permettront de voir un petit peu, par exemple, la taille moyenne des gens. Ça peut être les proportions de personnes qui votent pour un candidat, ce genre de choses. Donc, comment est-ce qu'on fait pour visualiser ça? Et dans la troisième partie, on attaquera la partie plus modèle prédictif, donc qui sera une petite introduction vers l'intelligence artificielle et la partie de Marie-Jean. Donc, très lié avec cette notion de corrélation et d'association, sur laquelle on reviendra. Puis ensuite, on parlera de régression. Donc, comment est-ce qu'on peut prévoir des prix de logement, par exemple? Vous récupérez une base de données avec des prix de logement qui ont été vendus à un certain endroit. Comment est-ce que vous pouvez créer un petit modèle très simple pour deviner le prix des maisons dans différents quartiers? Voilà, donc je le fais très rapidement, mais si jamais vous avez supposons que dans la ville de Montréal, il y a des quartiers dans lesquels les maisons sont petites et d'autres, les maisons sont grandes. Comment est-ce que je tiens compte de ça quand je vais vouloir faire des prévisions? On se doute bien que quand on est dans un quartier où les maisons sont petites, les maisons sont peut-être moins chères. Donc, comment est-ce qu'on construit ce modèle? Donc, on reviendra sur les modèles linéaires en essayant de voir leurs limites, en essayant de voir ce qu'on peut faire de mieux. Et on ouvrira une porte vers la suite. Et on parlera aussi de classification. Donc, la classification sera un peu différente. Je veux prédire une classe. Donc on parlera par exemple du Titanic, qui est mort, qui a survécu dans le cas d'un naufrage de bateau. Est-ce qu'on peut essayer de deviner qui est survivant et qui meurt? Et j'ai mis une quatrième partie, alors qui n'est pas à la fin, mais qui est une partie plus mathématique. Donc je reviendrai un petit peu là-dessus, mais c'est pour ceux qui veulent peut-être un peu mieux comprendre ce qui se cache derrière tout ce qu'on va voir. Il y a des bases de maths à avoir pour pouvoir comprendre, en tout cas mieux saisir le pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et un autre point important, c'est les maths permettent de comprendre ce qui est compliqué et ce qui est simple. Il y a des choses qui mathématiquement semblent très simples et qui pourtant mathématiquement sont compliquées à faire. Et au contraire, il y a des choses qui nous semblent insurmontables, mais mathématiquement, c'est très facile à faire. Donc savoir ce qui est difficile et ce qui est facile, c'est quelque chose qui est important pour savoir dans quoi on s'engage quand on fait un projet en sciences de données. Donc j'insiste là-dessus parce que c'est pas ce qu'on disait il y a 10 ans en tout cas. Je remets ici l'article de Chris Anderson, qui était l'éditeur de Wired, qui avait fait cet article qui a fait beaucoup de bruit sur la fin de la théorie en disant
le déluge de données va complètement tuer la méthode scientifique, et en particulier la méthode scientifique, ce que j'appelle la méthode scientifique, c'est ce qu'on fait en maths, c'est-à-dire essayer de trouver des choses très générales qu'on sait être vraies et pour lesquelles on peut avoir des propriétés encore une fois, générales sous certaines hypothèses. Ce que dit la science des données, c'est je prends des données, je fais tourner un algorithme qui va chercher des corrélations ou quoi que ce soit, et sur mon case study, j'ai une solution. Ce que disent les maths, c'est qu'on peut peut-être raisonner de manière un peu plus générale, comprendre pourquoi ça marche pas. Enfin, voilà. Faire des mathématiques peut avoir un intérêt. L'intérêt, c'est essentiellement de généraliser. C'est qu'on va avoir quelque chose qu'on va savoir comme étant général, qu'on sait que ça va être vrai sous certaines hypothèses, on sait quand est-ce qu'on a le droit de faire ça, quand est-ce qu'on n'a pas le droit de le faire, mais je pense que c'est important de mieux comprendre. L'autre raison, c'est que sinon, on se contente de faire des boîtes noires, et les boîtes noires, on voit, elles sont énormément critiquées aujourd'hui parce qu'on ne sait pas trop ce qui en sort. On ne sait pas si ce qui sort est juste parce qu'on a eu de la chance, est-ce qu'il y avait un biais dans les données qui finalement a été corrigé, on ne sait pas par quel miracle. Voilà, donc il y a toutes ces choses-là qui sont un petit peu gênantes dans les algorithmes d'intelligence artificielle. L'avantage des maths, je pense, c'est que ça permet de mieux comprendre ce qui se cache derrière. Ce que j'appelle maths, je vais reprendre un peu la philosophie de Calvin et Hobbes, c'est on ne va pas laisser les maths à la machine. On va essayer de comprendre quand même un petit peu des choses, et pour ça, je vais quand même faire une distinction importante. Ce qu'on va faire, ce n'est pas du calcul. Ce qu'on va faire, c'est des mathématiques. C'est-à-dire qu'on va manipuler des objets un petit peu abstraits qui nous permettront de faire quelque chose de très général. Donc, par exemple, quand on dit qu'on fait une échelle logarithmique sur un graphe, ça se fait sous certaines conditions et ça se fait parce qu'on a un message à faire passer. Donc, par exemple, le logarithme, il faut juste comprendre que c'est passer de quelque chose de multiplicatif à quelque chose d'additif. Okay. Donc, ça veut dire, typiquement sur un graphe en échelle log, si jamais je rajoute la même quantité, donc ajouter, c'est bien une somme, donc si j'ai la même quantité qui est ajoutée, ça veut dire que j'ai multiplié par une quantité qui va être constante. Donc, par exemple, à chaque fois que je vais faire un bond d'une unité, je vais multiplier par 10 le nombre de morts, par exemple, sur les graphiques de la Covid. Donc, c'est vraiment cette idée d'associer du multiplicatif et d'additif. L'exponentiel, ce sera le contraire. Ou plutôt, comme on dirait en mathématiques, c'est l'inverse. Donc, je reviendrai un petit peu sur ces histoires d'inverse parce que ça va être un peu essentiel quand on voudra, par exemple, faire des transformations, on voudra partir quelque part puis revenir. Donc, les transformations inverses, ça va être important. J'utilise la notation E pour espérance. Donc, ce que j'appellerais une espérance, c'est jamais qu'une moyenne. Voilà. Donc, il faut juste se souvenir de ces aspects-là. Ça va être important quand on fera des modèles prédictifs, par exemple. Et une autre grandeur, un autre symbole qui sera important, c'est ce symbole d'intégrale. Donc, une intégrale, c'est, encore une fois, on ne fera pas de calcul d'intégrale, c'est juste que je vais éventuellement avoir des intégrales qui vont apparaître. Quand on voit des intégrales apparaître, c'est qu'on fait un calcul de somme. Ça peut être un calcul d'air d'un point de vue géométrique. Okay, donc, quand je vous ferai un graphique avec une densité, ce qu'on visualise, c'est une aire. Voilà. Donc, il y a des règles quand on veut visualiser des aires. Je pense que tous ceux qui ont déjà travaillé un petit peu sur la visualisation graphique le savent. Quand on fait un graphique avec des cercles, des ronds dont la taille vous permet de deviner la grandeur de l'élément, il faut faire attention, c'est que les aires, il y a un exposant à la 2 qui traîne, et donc une aire qui est sur un objet qui semble 2 fois plus grand en rayon, il a une aire qui est 4 fois plus grande. Donc l'histoire des aires, ça va être important par la suite parce que c'est fondamental quand on veut faire de la visualisation. Et l'inverse, quelque part, ou le contraire de sommer, c'est faire des différences et c'est des dérivés. Donc les dérivés, on en parlera parce que ça va être la base de plein de choses, en particulier d'optimisation. J'insisterai beaucoup sur l'optimisation parce que ça va être la base de beaucoup de choses. Okay, je reviens un petit peu sur ce point ici, mais quand on veut faire un modèle, souvent on veut le meilleur modèle. Okay, et pour ça, on va se donner un critère. Donc on va chercher le meilleur, donc celui qui va minimiser par exemple une perte. On parlera de moindre carré, par exemple, on fera la somme des carrés des erreurs. C'est une méthode pour trouver le meilleur modèle potentiellement où on a une infinité de modèles. Okay, donc on va, par construction, dès lors qu'on parle de meilleur quelque chose, derrière, c'est un problème de maths et c'est un problème d'optimisation. Quand j'utilise une application, je lui demande quel est le meilleur trajet qui me permet d'aller d'un point A à un point B, c'est un problème d'optimisation. Okay, donc il faut quand même comprendre ce qu'on fait quand on fait du modèle prédictif, quand on essaie de construire un bon modèle, on fait l'optimisation. Et l'optimisation, il y a des règles, il y a des cas pour lesquels on sait que ça marche et des cas pour lesquels on sait que ça peut ne pas marcher. Et savoir que ça peut ne pas marcher, ça permet de comprendre pourquoi des fois on pourra avoir des prévisions un petit peu particulières. Et encore une fois, ces histoires de meilleurs, on les trouvera partout.
on va même rajouter des contraintes. Donc ça, je reviendrai un petit peu. Encore une fois, je vous renvoie sur la partie 4 où je parlerai des maths, où je reviendrai un petit peu sur ces histoires de est-ce que c'est facile, par exemple, la phrase qui est écrite ici, je veux le meilleur modèle, mais pas trop compliqué. C'est ce qu'on appelle un problème d'optimisation contraint. Okay, le meilleur modèle, c'est l'optimisation, pas trop compliqué. Ça veut dire que je vais mettre une borne sur la complexité, par exemple. Voilà. Donc, est-ce que c'est plus compliqué que juste faire l'optimisation standard? On verra que non. Rajouter des contraintes, c'est potentiellement pas très compliqué. Voilà. Donc, c'est ce genre de choses qu'on discutera. Quand on fera de la visualisation, par exemple, on aura plein de données, puis on se dira, j'ai envie de trouver, voilà, j'ai le prix des logements à Montréal, est-ce que je pourrais trouver 3 quartiers ou 3 typologies de maisons qui décrivent le marché de l'immobilier à Montréal? On veut trouver les meilleurs regroupements possibles de maisons ou de quartiers. Donc, encore une fois, on va parler d'hétérogénéité, quelque part de variance intra, variance inter, donc tout ce genre de choses qui sont assez classiques. Et on fera aussi un peu d'algèbre linéaire. Donc l'algèbre linéaire, c'est le fait qu'on ait des données qui ne sont pas juste des chiffres, mais qui peuvent être plus compliquées. Donc on parlera un petit peu de matrices. Donc les données sont fondamentalement des matrices. C'est des listes d'individus pour lesquels j'ai différentes caractéristiques. Donc ce sera fondamentalement des matrices. Mais on va aussi avoir des traitements d'images, par exemple. Une image, c'est une grosse matrice, puis éventuellement qui est en couleur. Donc je vais avoir un tenseur. Quand on fera de l'analyse textuelle, on a besoin de passer dans un espace qui n'est plus un espace de mots, mais qui est un espace d'interprétation. Donc la notion de word vectorization. On va passer dans un espace un peu plus compliqué. On aura des notions d'orthogonalité, des notions de parallèle. Donc voilà, il faut comprendre qu'il se cache des objets mathématiques derrière beaucoup de notions qu'on verra dans ce cours. Et je pense que c'est pas plus mal de revenir un petit peu dessus. Il y en a beaucoup qui sont des choses qui sont vues au secondaire ou au niveau collégial, mais les objets, l'idée, c'est qu'on a des objets, on a des concepts relativement généraux qui peuvent s'adapter et qui en fait vont s'adapter dans plein d'applications, en particulier dans la visualisation, en particulier dans la construction de modèles prédictifs. Et juste pour terminer, donc je vous ai mis une liste de quelques livres pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, donc à la fois sur les données, sur la base de la statistique, sur la science de données et sur l'aspect visualisation. Voilà, donc je vais arrêter là. Vous trouverez sur le GitLab toutes les informations sur les vidéos, puis je vous encourage à les regarder. Je vous enverrai une liste dans l'ordre dans lequel les regarder et les attendus pour les différents cours, avec l'idée que vous avez toujours ces cours de maths que vous pouvez les consulter en attendant pour creuser certaines pistes. Voilà, à très bientôt.